Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour ce Café IFI number 3, où j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Jacques Ponchel. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Alors Jacques, qui est chef d'orchestre, va nous expliquer aujourd'hui sa vision de la IFI. On va lui poser des petites questions, parce que toi évidemment tu es chef d'orchestre dans le classique, donc tu vas nous parler un petit peu de ce que tu veux ressentir, qu'est-ce que tu attends de ta chaîne IFI, c'est quoi le timbre d'un instrument. On lance le jingle, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Alors Jacques, est-ce que tu es content de te retrouver dans notre petit studio d'enregistrement du Quai du Son numéro 2 rue de Saint-André à Lille, meilleure boutique moi je suis ravi. Européenne. Je suis ravi. Voilà. J'ai été pris sur le vif. T'as été pris sur... Il faut savoir que Jacques, en fait, on était en train de tourner une autre vidéo avec François et on a vu Jacques passer dans la rue, il a vu que les magasins étaient fermés puisqu'on en a profité que c'était un peu plus calme. Et je lui ai dit, viens mon petit, viens, n'aie pas peur. Donc là, il sait même pas ce que je vais lui demander, il sait rien du tout. Non, absolument. C'est de l'improvisation totale, comme on aime bien faire. Comme en musique. Donc Jacques, toi, t'es chef d'orchestre. Est-ce que tu peux, pour notre public, notre petite communauté Quai du Son, te présenter rapidement pour nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Oh bah écoute, tu as déjà dit 80% de ce que je fais dans la vie, hein. Donc je suis musicien professionnel et j'ai la chance de diriger un orchestre, une bonne trentaine de musiciens, une formation symphonique. Donc on a un panel d'instruments assez complet, des cordes, violon jusqu'à la contrebasse. Et ensuite, tous les instruments qui font partie de l'harmonie, et parfois viennent se rajouter les cuivres et des choses comme ça. Enfin, les instruments en fonction du programme choisi. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas mon travail principal. Mon travail principal, je suis directeur de l'école musique de Comines-France. D'accord. Voilà. Et donc, j'exerce aussi en tant que passionné, la direction d'orchestre qui m'a toujours intéressé. Et puis voilà, donc j'ai cette chance d'avoir un orchestre sous ma responsabilité. Sous ta responsabilité. Donc toi, le son, le vrai, entre guillemets, le vrai son, on peut dire que tu l'as dans les oreilles depuis des dizaines d'années. Au moins. Ouais. Au moins. Je voulais te poser une question parce qu'il y a souvent des gens qui nous disent, pour apprécier, parce que nous, évidemment, on propose du matériel IFI, et il y a pas mal de gens qui nous disent, ouais, mais la IFI de qualité, c'est quand même plus pour les gens qui écoutent du classique. Moi, avec la musique que j'écoute, c'est pas forcément intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens qui se disent ça? C'est un cliché pour toi ou... Moi, je ne pense pas. Enfin, en ce qui me concerne, forcément, comme je suis musicien classique, donc j'écoute 90 voire 95% de musique classique. Ça m'arrive aussi d'écouter du rock, ça m'arrive aussi d'écouter du jazz, de la variété. C'est en fonction de l'humeur et des choses comme ça. Après, je pense pas que la IFI soit absolument dirigée vers des musiciens ou des musiciens ou des auditeurs qui écoutent uniquement du classique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que même sans trop me tromper, les gens qui achètent du système IFI, on va dire une dizaine de personnes, prenons un panel de 10 personnes, bon, je pense qu'il y en a peut-être 3 qui écoutent de la musique classique et le reste, ils écoutent un peu de tout, quoi. J'avais entendu dire une statistique il y a assez longtemps que, grosso modo, les ventes de disques, si tu veux, ils avaient pris sur 100 CD vendus en France. C'était une statistique qui date d'il y a peut-être 2-3 ans. Il y avait 8% de CD de classique. Oh, certainement. Donc les ventes, ça correspond à peu près avec ce que je vois au magasin, parce que nous, quand on fait des démonstrations, on demande aux gens qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique, etc. Il y a pas mal de gens qui écoutent du classique, du jazz. C'est vrai que celui qui écoute que de la variété et qui écoute du R&B, il va pas spécialement aller se diriger vers une chaîne de haute qualité, il verra pas forcément l'intérêt. Et c'est là que je voudrais avoir ton avis, c'est concernant la retranscription, la reproduction musicale avec une chaîne. Déjà savoir un petit peu ton parcours d'audiophile, comment t'es arrivé à la IFI, qu'est-ce que t'attends d'une chaîne, et puis aussi un petit peu comment tu nous as connus et quel était ton plus gros système à la maison.
Alors, mon parcours en audiophile, j'ai toujours été fasciné, de toute façon, même, on va dire, à l'adolescence, par un système qui renvoie de la musique, parce que, bon, la musique, j'en ai fait mon métier, et ça m'a toujours intéressé sous toutes les formes. Et j'ai toujours été très intéressé, et même surpris, parfois, par des systèmes qui reproduisaient des sons classiques, des sons d'instruments classiques, avec une grande fidélité. Alors évidemment, toutes ces choses ont évolué. Dans les enregistrements, je sais, bon, j'ai une petite connaissance de certains CD, des marques qui vendent essentiellement de la musique classique, hein, et qui sont des enregistrements qui sont déjà relativement anciens, qui datent des années, on va dire, 1950, peut-être entre 50 et 60, et qui sont réédités dans certaines choses. Et quand on possède un système qui est capable de pouvoir retranscrire avec la plus grande fidélité tout ça, on est très très surpris de la qualité sonore, déjà à l'époque, des ingénieurs qui enregistraient. Alors évidemment, après, les progrès techniques, ça évolue très très rapidement. Et plus on avance, plus ces progrès évoluent. Je pense que si on achète quelque chose, par exemple, je prends l'exemple du téléphone, on achète un téléphone le plus performant qui soit. Dans 2 ans, 3 ans, il sera... même peut-être pas, même peut-être 6-7 mois après, il est déjà dépassé, entre guillemets, mais bon, il y a un téléphone qui est techniquement supérieur, qui est censé être supérieur à celui qu'on vient d'acheter. Bon, dans l'iFi, ça va peut-être moins vite, mais il y aura toujours ces choses-là. Il y aura toujours comment dirais-je, une évolution. Ça fait partie du marché, ça fait partie d'un tas de choses, je crois. Tout à fait. Et dans les CD, les premiers CD qui sont sortis, c'était des enregistrements, on va dire, qui étaient très corrects. Après, ça faisait une publicité. L'histoire du CD, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, par rapport à ce qu'on écoutait avant avec la platine. On a même cru à un moment que le vinyle allait disparaître. Et au fur et à mesure, avec les années, il faut un certain nombre d'années. Ça revient, et puis le vinyle est toujours là. Hein. Oui. Donc, après, alors ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui sont extraordinaires, chez moi par exemple, j'ai un système comment dirais-je, qui a une valeur technique, une valeur, on va dire, sentimentale, parce que il reproduit le son que j'entends régulièrement. C'est assez fabuleux. Alors ça c'est une très très... Je rebondis sur ce que tu me dis, c'est parce que on dit souvent au magasin que ce qui retransmettre le vrai son, c'est le respect des timbres. Exactement. Il y a un client l'autre jour sur la page du, je crois que c'était sur Facebook ou sur YouTube, qui comprenait pas ce que ça voulait dire, ce que je voulais dire par le respect du timbre. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est le timbre d'un instrument et pourquoi des fois on est amené à dire dans une démonstration ou chez un client, vous voyez, ça timbre bien, ça timbre pas bien, etc. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer la notion de timbre? Alors, de timbre-poste. Par exemple, je pars, on va dire, sur un instrument. Par exemple, tout le monde connaît le violon. Oui. Bon, le violon, on sait qu'il y a des Stradivarius, il y a tout un tas de choses. Mais le timbre du violon, déjà, c'est un instrument qui est programmé, en quelque sorte, pour faire des sons aigus sur certains registres, une certaine fréquence particulière. Il y a une couleur aiguë, il y a une couleur ronde, il y a quelque chose de précis qui se fait avec l'archet, parce que c'est quand même incroyable, en frottant, le mot frotter, à la base, c'est quand même pas très musical. On frotte une corde, après on met des petites choses dessus, de la colophane par exemple, et ça devient un son. Et le son du violon, donc il y a cette couleur, j'ai dit aiguë, qui a une coloration, qui a une résonance, qui se fait dans tout l'instrument, quand il est maîtrisé par un grand violoniste, des choses comme ça. Et on pourrait être très surpris d'écouter par exemple un violon dans une petite pièce. On serait même peut-être déçu. Figure-toi que ça m'est arrivé, cette expérience. Voilà.
Tu te souviens quand on avait fait le salon Musicora il y a quelques années avec mon père? Oui. On avait, donc j'explique pour nos auditeurs, Musicora, c'est un salon des musiciens professionnels où il y a des luthiers qui viennent pour des facteurs de piano, ce genre de choses, pour vendre des instruments de musique à des musiciens. Donc c'était essentiellement des musiciens. Et nous, on avait une petite pièce de démonstration où on faisait justement une démonstration d'haute fidélité qui était très bien insonorisée, beaucoup mieux que de l'autre côté où c'était un open space, où c'était un boucan pas possible. Et justement, il y avait des gens qui venaient nous voir en disant, est-ce que je peux venir dans votre salle 2 minutes faire écouter un violon? Et tu vois ce que tu viens de dire? Oui. Il y a un violon qui est rentré dans la salle, un petit violon, je me rappelle plus de la marque, je me rappelle plus de qui c'était, et un monsieur, un professionnel, il a commencé à jouer, et comme tu viens de dire, ça faisait un tout petit son de rien du tout, très mat, c'était très introverti, absolument pas projeté. C'était un son qui était très intimiste. On n'entendait pas très fort. Bien sûr. Et c'est exactement ça. Bien sûr. Exactement ça. Et ce qui accompagne le son, c'est aussi, je vais dire, le timbre, d'accord, mais c'est surtout comment l'instrument vit quand il est mis en vibration. Comment il réagit. C'est-à-dire, ce qui accompagne le son, je parlais du frottement. Donc, le frottement. Et plus on va dans l'aigu, plus on entend ce frottement. C'est normal. C'est normal, c'est ça qui donne naissance à la musique. Et on entend tous ces parasites, entre guillemets, qui accompagnent le son, qu'on ne peut pas entendre forcément sur un enregistrement. Parce qu'un enregistrement, même quand je dis s'il est fidèle... Il va bouffer de l'information. Il va manger de l'information. Et un enregistrement, on entend le travail de l'ingénieur du son. Qui va tout le temps derrière. Va tout le temps derrière corriger des choses. Enfin, corriger, on va dire enlever, parce que ça peut être gênant. Voilà. Alors pour moi, il y a des enregistrements, je revenais sur ces enregistrements des années 60, où on ne faisait pas ça. C'est-à-dire que c'était sorti de... Voilà. Pas de traficotage, c'était de la bande master, comme on dit maintenant. Exactement. Donc du pur jus, quoi. Exactement. Et là, donc quelqu'un qui a l'habitude... Après, il faut une certaine habitude, évidemment. Hein, c'est comme tout. Hein. On ne s'improvise pas à dire qu'un tel système haute fidélité c'est nul ou alors celui-là est très bien. Il faut avoir un peu de recul, comme chacun a sa façon de voir les choses avec ses connaissances. Hein. Et moi, ma réaction, c'est ma réaction de musicien. C'est-à-dire que lorsque j'entends un système qui est capable de reproduire ces éléments que je viens d'expliquer, on va dire des éléments qui, au départ, on peut dire, ça peut être négatif par rapport à ce qu'on s'attend. Hein. Et ben voilà, c'est tout. Et il n'y a pas que le violon, il y a plein de choses. Le piano, on entend... Le piano, je parlais du violon, c'est frotter. Le piano, c'est percuter une corde. Pareil. Ce sont des termes qui sont quand même... assez contradictoire par rapport à faire de la musique, à faire la douceur chose, que tu peux avoir en écoutant du piano. Voilà. Et on percute des cordes. Alors ensuite, là, il y a une quantité de cordes, il y a toute une mécanique qui empêche la vibration avec des pédales, avec un tas de choses. Ça, c'est le pianiste qui gère tout ça. Et il y a plein de comment dirais-je, de vibrations, hein, j'allais dire externes à la musique, qui font partie de tout l'ensemble de vibrations mécaniques. Donc, ça peut être supprimé, ça peut être gardé, il y a toutes ces choses. Voilà. Alors, un système, quand on est face aussi à un enregistrement fidèle, voilà, je crois que c'est le mot fidélité qui est important, qui retranscrit ça, bon, ben, on est à côté de l'interprète. J'ai probablement dû dire des milliers de fois à des clients parce qu'ils me demandaient comment on étalonnait les enceintes. Tu sais, quand on met au point une enceinte, quand on cherche à faire une association, c'est vrai que nous, on a toujours étalonné nos systèmes dans un premier temps, sur de la musique classique. Parce qu'on a toujours pensé que à partir du moment où ça marchait très bien, que ça respectait les timbres sur du classique, derrière c'est fluide, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu penses que c'est correct c'est même plus que correct. C'est indispensable. C'est indispensable. Enfin, moi, je suis persuadé, j'en suis convaincu que on met en valeur un système haute fidélité en écoutant un enregistrement classique. Et à partir de là, on peut écouter n'importe quelle musique. C'est-à-dire, si on écoute une guitare électrique, ça n'a rien à voir. J'ai rien contre la guitare électrique, c'est un très très bel instrument. Oui, tout à fait. C'est merveilleux.
quand on a un professionnel qui connaît son affaire et qui connaît son instrument et qui connaît la musique qu'il a envie d'interpréter, s'il fait de la guitare électrique, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est complètement différent. La guitare électrique, il n'y a pas de caisse de résonance, tout est amplifié. C'est amplifié. Voilà. Donc, c'est moins une base pour pouvoir étalonner. Voilà, exactement. Si on prend une guitare classique, le son, c'est l'instrument qui le produit, pas un système amplifié, pas des choses comme ça. Donc, un système haute fidélité qui transcrit un instrument acoustique, n'importe lequel, avec la plus grande fidélité possible, avec les défauts de chaque instrument, on les entend, ça fait partie du jeu. Et on les entend quand on écoute un concert en live d'ailleurs. Oui, et c'est pas gênant. Non, parce que ça fait partie du timbre justement de l'instrument. Exactement, voilà. Exactement. Et qui est capable de faire ça, je pense que derrière, ça suffit, ça marche. quoi. Ça suffit. Je voulais te parler d'un truc aussi, puisque toi, dans ton parcours d'audiophile qu'on connaît bien, puisqu'on a été ton fournisseur officiel de matos pendant des années, t'es passé à un moment donné des amplificateurs à transistors. Oui. On va pas citer les marques, puisque c'est pas le but de Café Hi-Fi de parler de marques. Et t'es passé sur un amplificateur à tube, en l'occurrence un petit single-end dot de 300B. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que le transistor que tu avais avant, tu l'avais gardé pendant combien, 5-6 ans? Ah oui, au moins. Facile. Oui, sûr. Donc un bel amplificateur. Tout à fait. Et t'es passé sur un tube. Qu'est-ce qui s'est passé déjà, pourquoi t'es passé sur du tube? Et qu'est-ce que t'as trouvé comme différence sur ton système en changeant que ça? Puisque t'étais passé d'un transistor au tube. Qu'est-ce qui s'est... Au niveau de l'écoute, au niveau des sensations, enfin je sais pas, dis-moi un petit peu... Je pense que je vais peut-être employer un terme un peu fort, ça a été foudroyant. Foudroyant. Je crois, ouais. Moi j'ai réagi comme ça. Je m'attendais surtout pas à une telle définition. Il y a une immense transparence. Ça n'a rien à voir. On joue pas dans la même cour. On joue pas avec les mêmes outils. Après, c'est une question de on aime ou on n'aime pas, hein, je comprends très bien. Parce que le système, comme tu disais, intégré, fonctionnait très 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 bien. Et je me disais, à partir de là, pour déjà dépasser ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'ampli à tube, j'ai même pas de mots. Je dis, c'était foudroyant. C'est assez incroyable. Qui, en puissance réelle, est moins à la base. Oui, parce que le tien, il faisait 8 watts, je crois. Oui, c'est ça. Et oh là là, on n'est pas dans la même cour. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'écoute aussi beaucoup de classiques. C'est peut-être 50% de la musique que j'écoute. Il y a des moments, ça a été plus. Après, j'ai pas ta connaissance du tout en classique. C'est vrai que moi, j'ai une connaissance musicale, on va dire, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité par rapport au classique. Et j'ai toujours, effectivement, notamment, et c'est encore plus fort sur de la musique classique, entendu des différences très importantes entre un ampli à transistor et un ampli à tube. Même si on a des très très bons transistors au magasin, faut quand même le signaler, parce que le tube peut pas marcher sur tout, mais c'est pas le sujet de la vidéo. La finesse, la transparence, la dynamique, et puis les timbres sur le tube est quand même très très fidèle à ce qu'on entend. Bien sûr. Mais ça va être vrai aussi sur du jazz par exemple, puisque finalement le jazz au niveau des timbres, on peut transposer exactement tout ce qu'on vient de dire sur du jazz. Même sur du rock. Sur du rock, sur du blues aussi. Ah oui, tout à fait. Sur du blues, guitare, percu, sur du vocal, sur de l'opéra. J'aime pas mal l'opéra aussi. La voix surtout. Ouais, sur des voix. La voix, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment, on a une véracité dans les voix qui est absolument fabuleuse. Bien sûr. Donc, la vidéo va s'achever. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil à nos auditeurs qui voudraient, par exemple, s'initier à la musique classique, qui voudraient démarrer avec des choses un peu faciles à écouter, tu sais, pas forcément des trucs trop... hier, on a un client qui est venu il nous a fait écouter du Gorecki, tu vois un peu le truc. Oui, bien sûr. Tu vois, si tu te mets à la musique classique là-dessus, tu pourrais être envie de... Faudrait peut-être pas commencer par ça. Disons que pour les gens qui viennent d'avoir, par exemple, une rupture amoureuse, qui sont un peu dépressifs et qui ont des problèmes au travail, on est en hiver, il commence à pleuvoir, là, tu peux décider d'en terminer en écoutant un truc
comme ça. Ah ouais, je pense. Ouais. C'est quand même un peu, c'est un peu hard. Hein. Musique de fin du monde, hein, comme je disais hier, ça fait un peu musique de fin du monde. C'est spécial, mais c'est pas mal. Bon, après, il y a une évolution dans le classique. C'est les goûts et les couleurs. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on peut écouter quand on veut se mettre au classique allez. Du Vivaldi, par exemple? Ah, ça c'est très bien, oui, n'importe quoi. Les 4 saisons. De ce qu'on Vivaldi, bon, il y a les concertos intitulés Les 4 saisons. Je crois que je suis pas bien sûr que le titre soit vraiment de Vivaldi. Mais enfin, ça, ce sont les éditeurs pour vendre la musique et tout. Après, Vivaldi s'en fichait un peu. Hein. Bon. Je crois bien, ouais. Voilà. C'était pas son truc. Et après, il y a un petit opéra de Mozart qui sont absolument adorables. Si on veut, par exemple, entendre de l'orchestre, c'est pas des grosses formations. Il y a des voix extraordinaires. Puis la musique est très abordable, n'importe lequel. Bon, ceux qu'il a écrit avec Da Ponte, par exemple les Noces de Figaro, je pense qu'il faut... un bon truc, c'est qu'on a la chance ici à Lille d'avoir un opéra, il y a des orchestres, il y a une belle programmation, très souvent. Et si on veut un peu se familiariser, par exemple, avec cette forme classique, bon, ils font souvent les opéras de Mozart. Quand ils font les Noces de Figaro, vous prenez votre place. Un petit conseil, vous lisez un peu l'histoire avant. Hein, parce que bon, c'est chanté en italien, donc c'est traduit. Mais c'est bien de savoir ce qui va se passer un petit peu avant. Hein, étudier un peu la pièce avant. Voilà, savoir un peu. Bon, de toute façon, c'est simple. Hein, c'est toujours une histoire d'amour. Une histoire d'amour. C'est un peu les feux de l'amour, quoi. Ça n'a pas beaucoup changé. Les feux de l'amour à l'ancienne. Hein. Voilà. C'est ça qui fait tourner le monde. Hein. La guerre, le pouvoir, les méchants, il y a la jalousie, il y a un peu de tromperie, il y a de l'argent, il y a tout ça. Mais en général, ça se finit toujours très bien. Bon, eh ben, on va d'abord écouter à l'opéra. Comme ça, on a en même temps le visuel et toutes ces choses. Puis après, on s'achète le disque, par exemple. Je vais être un petit peu provocateur. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a jamais foutu les pieds dans un concert de sa vie, un vrai concert, je te parle, hein, d'instruments réels, pas amplifiés, pas de rock, pas de trucs avec des enceintes de 12 500 watts, est-ce que tu penses que cette personne peut, entre guillemets, avoir la légitimité pour dire ce système marche mieux qu'un autre? Ou pas? Si elle n'a jamais été au concert? Oui, si elle n'a jamais entendu. Il y a plein de gens. Moi, je vais te dire un truc qui va peut-être t'étonner. Oui. On a pas mal de gens qui n'ont jamais été à un concert, finalement. Ça existe. Alors, justement, parce qu'ils n'écoutent pas forcément de la musique classique. Non. C'est vrai que tout le monde ne va pas spontanément écouter un concert de Mozart. Par exemple, je reviens sur un opéra de Mozart. Il faut y aller avec quelqu'un qui aime aller à l'opéra, qui est truc. Il nous emmène, et puis je pense que la personne qui a jamais entendu un opéra de Mozart et qui ne sait pas ce que c'est qu'un orchestre classique, des chanteurs et tout, il ne sera pas déçu. Parce que quand on emploie des termes un peu dans la hi-fi, c'est-à-dire la brillance, la projection, etc. Oui. Quand on dit par exemple la brillance d'un instrument, c'est tout à l'heure tu parlais du violon. Un violon, il y a quelqu'un qui joue du violon à 2-3 mètres. D'ailleurs, on se rend compte quand on voit, tu sais, des musiciens dans la rue, des mecs qui font des petites démonstrations, dans la rue, ouais. exactement. On se rend compte que finalement c'est très peu bruyant. Alors, je parle pas des trompettes et des trucs comme ça, parce que ça, les fanfares, c'est une pression acoustique qui est phénoménale. Mais si tu prends par exemple des petits violons, trucs comme ça, c'est un son qui est très mat, un tout petit son de rien du tout. Et c'est vrai que quand tu écoutes certains violons dans la hi-fi avec des remasterisations, etc., le violon, il va hyper fort, il est hyper projeté, tu sens que c'est trafiqué à mort derrière en console d'ingénieur. Ça ressemble plus du tout à un violon. Non. C'est pour ça que c'est pas évident, et c'est là que la haute fidélité c'est compliqué, parce que haute fidélité c'est faire arriver aux oreilles d'un auditeur la même chose que dans la vraie vie. Mais le souci c'est que t'as le violoniste, le mec qui va prendre le son, donc déjà avec ses petits réglages, ses petits setups, le remastering derrière, le pressage sur du vinyle, sur du CD, du MP3 ou du FLAC ou du machin, pardon, la chaîne hi-fi, l'acoustique de la pièce. À un moment donné, tu arrives sur un truc, il y a 7-8 étapes qui font qu'à la fin, la haute fidélité, c'est hyper compliqué à obtenir. On peut tendre vers ça, mais dans l'absolu, c'est quasiment impossible d'avoir le timbre à 100% réel. On arrive des fois à avoir des trucs, des conjonctions d'enregistrement, de matériel et d'acoustique exceptionnelles. Il y a des espèces de symbioses comme ça qui se font chez certains clients, et on arrive à avoir un résultat où vraiment tu as l'impression que le concert, il se passe chez toi dans ton salon. C'est incroyable. Ça arrive de temps
temps en temps. On essaie de tendre vers ça à chaque fois, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, les enregistrements aussi. Je vais te dire, dans l'armoire derrière dans le magasin, on a des enregistrements merdiques en classique, tu peux pas t'imaginer. Hein. Il n'y a pas que des bons enregistrements classiques. Non, pas du tout. Je parlais d'un opéra de Mozart. Après, il y a aussi plein de petits concerts qui se font sur l'île avec des associations, un tas de choses. Quatuor à cordes, par exemple. Quatuor à cordes, c'est très intéressant. Et il y a un répertoire énorme. Il y a du Mozart, il y a du Haydn, par exemple, qui était certainement le compositeur préféré de Leonard Bernstein. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Je savais pas. Ouais. Il adorait Haydn. Il y a toute une série de symphonies. Il y a une musique de chambre incroyable. Il y a des très beaux concertos pour violon, pour violoncelle. Ça, c'est une musique qui s'écoute très, très facilement. Très facilement. Ouais. Mais c'est certain que, je rebondis sur ce que tu disais, pour vraiment apprécier un système haute fidélité, il faut déjà savoir ce que ça donne en direct, sans tous ces phares comme ça commerciaux qui font... Il faut avoir une référence. Voilà. En fait, c'est comme si tu disais, par exemple, c'est ce que je disais au monsieur tout à l'heure, il faut avoir une référence. Quand tu prends, par exemple, des œnologues qui testent du vin, bon, déjà, c'est en aveugle pour commencer, il n'y a pas de marque, de marketing, de bande d'essai, tout ce que tu veux. Et ils ont des références par rapport à des années d'expérience. C'est-à-dire qu'ils connaissent les goûts, ils ont une échelle de valeurs dans leur tête qui leur permettent de dire « Ok, ça c'est ça, on en est là, ça on en est là. » Enfin, ils ont une base de référence. Mais c'est vrai que s'ils n'ont jamais goûté du très mauvais et du très bon, bah t'es où entre les deux, tu vois? Tu sais pas. Voilà. Donc c'est ça qui est très important. Voilà. Et puis après, dans la musique classique, maintenant, depuis... pas mal d'années maintenant, il y a toutes ces formations baroques. Tu parlais de Vivaldi. Oui. Bon, les instruments sont différents. Évidemment, Mozart, quand il jouait sur son violon, c'est pas le violon qu'on entend aujourd'hui. Oui, c'est clair. C'est pas possible. Non. Si Mozart revenait et qu'il entendait les violons maintenant... Il dirait, c'est plus du tout ce que j'ai... Ah bah non, il tomberait de sa chaise, quoi. Ou alors les pianos, parce que, pareil, on parle des instruments, il y a le piano moderne, là, le Steinway ou le Bösendorfer de maintenant. Ça n'a rien à voir avec le timbre de l'instrument d'origine. Même à l'époque de Mozart, c'était même pas des pianos, c'était des pianoforte. Même pas pianoforte, il jouait quasiment sur des clavecins. Donc, le clavecin, alors ça tu m'enlèves les mots de la bouche. Le clavecin, quand tu écoutes du clavecin sur certains disques et sur certaines chaînes hi-fi, c'est d'une dureté, agressif, c'est un cauchemar. Et j'ai entendu un clavecin à Musicora, mais un clavecin seul, pas dans un orchestre, un clavecin tout seul, c'est d'une douceur, c'est incroyable. Exactement. C'est doux, c'est délicat, il faut peut-être acheter un disque de clavecin pour tester sa chaîne finalement. Peut-être. Ça coûterait moins cher. Peut-être. Écoute Jacques, j'ai été très content de te recevoir sur notre petit plateau. Et puis, super sympa. J'invite nos amis à liker notre vidéo, à commenter et puis éventuellement à partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, pour un petit tournage au Café hi-fi. À très vite.